Voilà, ça y est. Et voilà. Parce que... Non, ça y est. Théoriquement, au cinéma des cinéastes, on laisse le générique jusqu'à la fin. Moi, je n'ai rien dit. Je pense que c'est Eric. Peu importe. Donc je vous invite quand même à regarder. Il a envie de se coucher. Oui, mais vous voulez accélérer le processus. Huberto, merci. Merci d'être là. On peut s'asseoir si vous voulez. Oui. Vous avez amené un peu d'eau à ce que je vois. Oui, c'était après le whisky, les deux whiskies, il y a eu une bouteille de vin rouge. Alors, au même moment que vous étiez là à souffrir, j'étais à boire. Bon. Alors, j'ai un micro sans fil, donc si vous voulez intervenir, vous n'hésitez pas, vous me faites signe, je passerai le micro. Huberto, j'ai envie de... C'est toujours la même question, hein, pour comment... Mais quand même, c'est pour commencer, pourquoi ce film? Eh oui. Qu'est-ce qui vous a pris? Non, mais d'où vous êtes La folie. C'est un fait divers, vous avez lu quelque part? Non, j'ai eu la chance de lire un article, c'est-à-dire une interview avec une dame, une employée de la mairie de Westminster, dans le centre de Londres, qui a ce boulot-là. Chaque mairie à Londres a quelqu'un qui a le même travail, qui a le même boulot de John May. Et dans cette interview, cette dame parlait de comme il y a des milliers de funérailles tous les années en Angleterre où il n'y a absolument personne présent. Et cette image, cette idée d'un funérail, d'un tombeau abandonné, oublié, en même temps de l'enterrement, m'a vraiment frappé beaucoup. Et alors je suis allé la connaître. J'ai passé une journée avec cette dame qui a un bureau exactement qu'on a copié. Comment est-ce qu'on dit? On a fait la copie du bureau pour notre John May, c'est-à-dire tous les décors du film sont des vrais décors, des vrais endroits dans la Londres du Sud. Mais sauf le bureau de John May, on n'a pas eu le droit de la virer de son bureau et on a dû reconstruire son bureau, mais on l'a fait ça centimètre par centimètre, c'est-à-dire exactement ça. Bon, en tout cas, j'étais la voir et puis j'ai passé 6 mois avec des collègues qui travaillent dans 2 autres mairies de Londres, en particulier une mairie qui s'appelle Lewisham et une autre Southwark, qui sont dans le sud-est de Londres, avec des grandes poches, si on peut dire ça, de pauvreté. Et j'étais avec ces gens-là, avec ces funeral officers, qu'on les appelle en Angleterre, à plusieurs de funérailles, à plusieurs enterrements, crémation, mais surtout à plusieurs de visites à des maisons, à des appartements où il y a une semaine, il y a quelques jours, quelqu'un avait terminé leur vie en solitude. Alors je me suis trouvé à aider ces gens-là à chercher dans les papiers, dans les photos, dans les rubriques, dans l'évidence d'une connexion humaine, des contacts, la présence de quelqu'un de la famille. Et le problème, c'est que la plupart du temps, il n'y a personne. Et ça, c'était quelque chose de très frappant, bien sûr. Et puis, j'étais aussi, comme je disais, à plusieurs funérailles, et de temps en temps, je me suis trouvé être la seule personne présente à une funéraille de quelqu'un avec qui j'avais aucune connexion, bien sûr. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui font ce travail-là. Moi, j'ai connu 36 funeral officers pendant mes recherches, 36. Et il y a des gens qui font ce travail avec le même esprit de humanité, avec une compréhension de l'importance de la mémoire, de retenir cette mémoire au moins pour le dernier moment de la présence des vies, de cette vie oubliée sur la terre. Mais il y a aussi des gens qui font ce travail
avec les règles qui gèrent notre société d'aujourd'hui, la règle du profit, du rentabilité, de productivité, si on dit ça, et il y a des gens effectivement qui font le travail d'une façon très bureaucratique, comme je l'ai montré dans le film, c'est-à-dire que par exemple, ils se donnent 2 semaines maximum pour régler un dossier, et si dans les 2 semaines ils n'ont pas une réponse d'un parent, d'un cousin, de je ne sais pas quoi, ils terminent le dossier et ils ferment le dossier et ils passent à autre chose. Ils organisent une crémation, parce que la crémation est la chose la moins chère à organiser. Et puis, souvent, ils ne vont pas aux funérailles, à la crémation. Alors, je me suis trouvé tout seul devant un cercueil et j'avais aucune relation avec la personne, le mort, dans le cercueil, et avec le prêtre. Et à ce moment-là, encore une fois, c'est des situations très, très, très puissantes, très lourdes en même temps, parce que vous essayez de penser est-ce que cette personne-là aurait aimé avoir présent à son funérail quelqu'un comme moi, méconnu, avec aucune relation. Alors vous vous sentez un peu comme un voleur, comme quelqu'un qui est là pour des mauvaises raisons, et en même temps vous vous sentez, vous êtes la famille, vous êtes la société, vous êtes l'humanité, vous êtes le témoin de cette vie oubliée. Et ce sont des moments très très puissants. Du coup, vous avez quelqu'un veut, n'hésitez pas. Vous avez dessiné le personnage par rapport à quelqu'un que vous avez rencontré, ou vous avez voulu créer ce personnage pour servir l'histoire du film? Il est quand même assez triste, il est réservé, il n'est pas triste. Est-ce qu'il est triste? Non. Alors, mais il a rien compris. Possible. Il est mélancolique, je sais pas. Il peut-être pas non plus. On peut pas dire. Alors, je dois avouer que le personnage c'est moi. C'est-à-dire que. Ça, je m'attendais pas non plus. C'est-à-dire qu'il y a 50% du personnage, peut-être qu'il est obsessif, il est comment est-ce qu'on dit non, maniacal, obsessif, etc. Ça c'est moi. Même la façon de me préparer les dîners quand je suis tout seul chez moi, c'est moi. Sauf que j'aime pas le thon, j'aime les sardines. Mais comme vous pouvez vous imaginer, une boîte de thon est ronde dans un plat rond. Ça fait quelque chose de graphique très fort, comme vous avez vu dans le film. Ça fait une nature morte intéressante à voir, tandis que si vous ouvrez une boîte de sardines, elle part partout. Peut-être, oui, c'est une vision pour la fin du film, mais pas pour le début du film, pour la vie. Et moi, je suis comme ça. Et sauf que, bien sûr, ça c'est 50% du personnage. L'autre 50%, c'est cette énorme générosité que j'ai donné au personnage principal et que je n'ai pas du tout. C'est-à-dire, moi, je suis très égoïste, très selfish, mais au moins, je le sais. Alors, je donnais 50% du personnage, c'est moi, comme je suis, et 50%, c'est moi quand je devrais être, mais je ne suis pas. Ça, c'est John May. Et puis, bien sûr, tout ça est enchaîné, si on dit ça, par Eddie Marsan, un génie pour moi. Je crois que s'il y a quelque chose de bien dans le film, c'est bien Eddie et son travail dans le rôle principal. Un acteur d'énorme talent, d'énorme technique, mais surtout d'énorme générosité. Ça veut dire que pour lui, travailler dans un film, c'est pas une raison, c'est pas une occasion de montrer son talent, de montrer sa technique, mais c'est simplement, il est là simplement pour servir l'histoire, pour être
la personne, pas le personnage, la personne dans le film. J'avais eu la chance de travailler avec Eddie il y a 10 ans dans un petit film, une petite comédie sur Napoléon en anglais. Bien sûr, ce film n'est jamais sorti en France parce qu'on ne peut pas faire une comédie en anglais sur Napoléon et la faire sortir en France. Et lui, il avait un petit rôle, peut-être il avait 6 phrases, 3 scènes, quelque chose comme ça. Il jouait le valet de l'empereur à Sainte-Hélène. Et dans ces 6 phrases et 3 scènes, il a été capable de construire, de donner, de créer, d'être pas un personnage, une personne avec une énorme humanité. Il était capable de partager avec le public son regard humain vers son empereur. Bon, en tout cas, quand j'ai écrit le scénario avec une photo de John May devant moi. De John May, de Eddie Mars. Pour moi, c'est maintenant la même chose. Vous avez écrit pour lui, quasiment. Hein? Vous avez écrit pour lui, finalement. Oui, je l'ai écrit avec lui dans la tête. Pourquoi? Parce que, comme vous avez vu, j'ai pris une décision dans la préparation du film. C'est-à-dire le film pour moi, c'était pas quelque chose que j'ai décidé de faire et je décidais en avance je savais déjà comme construire le film, quoi dire, qu'est-ce que c'était la recherche, l'enquête du film. Non, c'était le développement du film, c'était une série de moments de découverte. C'était comme on part vers une aventure et on sait où on demeure, mais on ne sait pas où on va arriver. Bon, la seule chose que j'ai décidé, c'est que cette histoire-là devait être racontée avec un volume très bas. C'est-à-dire avec comment est-ce qu'on dit, une langue, une grammaire de film très 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 contrôlée, très très subtile, très très presque posé, presque un film dans le silence. Et la chose la plus importante, c'était bien sûr le travail des acteurs et le travail de l'acteur principal. Et moi, je savais que même si Eddie est un acteur qui est souvent, en général, utilisé dans des rôles très forts, même dans la comédie, dans les comédies de Mike Leigh, il joue toujours ici, si on peut dire ça. Moi, j'aimais avoir quelque chose qui pouvait jouer en bas, doucement, très doucement. Et je savais qu'il avait cette énorme habilité de communiquer, je pense, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais qu'il a une façon de communiquer énormément son humanité sans jouer le rôle, sans faire l'acteur, mais simplement avec une vérité de être, de personne et pas de personnage. Et alors quand je lui ai passé le scénario, et il a très aimé le scénario, et c'était aussi la première fois qu'il jouait un premier rôle. Parce qu'il joue en général le 3e, 4e rôle dans son travail, et bon, c'était une expérience de travail vraiment formidable. Bon. Ouais, non, il y avait... Oui, on va le faire alors. Oui, bonsoir. Moi, je voulais savoir si la glace Häagen-Dazs, c'est aussi la glace que vous mangez ou... Non, ma question, non, mais c'est une vraie question. Je voulais savoir pourquoi Häagen-Dazs et pas Ben & Jerry's. C'est une très bonne question. Alors, non, c'est-à-dire, moi, je n'ai aucune imagination. Tout ce que vous avez vu dans le film, c'est quelque chose que j'ai découvert pendant mes 6 mois, 7 mois de recherche. C'est des choses que j'ai vécues dans ma vie à moi. Ils sont des choses que j'ai compris pendant le travail. Et effectivement, c'est vraiment tout. Tout ce que il y a dans le film, c'est quelque chose que je n'ai pas inventé, mais j'ai utilisé de ma vie à moi ou de situations que j'ai découvertes.
Et le Häagen-Dazs, l'histoire de Häagen-Dazs, c'est quelque chose qui s'est passé à moi. Il y a du temps, il y a 15 ans, non, un peu plus, non, 20 peut-être. J'étais là, je me promenais dans les rues de Londres avec la femme qui est devenue ma femme et elle est maintenant ma ex-femme. Pour des raisons qu'on peut bien discuter après. Et on était là et j'ai vu une camionnette partir du coin de la rue, dehors d'un magasin du coin, comme est-ce qu'on a, corner shop, comme on dit en Londres. Et c'était une camionnette de Häagen-Dazs et pas de Ben & Jerry, c'était une camionnette de Häagen-Dazs. Et la porte était ouverte. Alors je dis à ma femme, écoute, regarde, ils vont perdre de la glace. Et elle m'a dit non, écoute, c'est pas ça du tout. Hein. Et moi, je dis non, elle va perdre la glace. Et j'ai couru, on dit ça? J'ai couru après la camionnette. La camionnette a fait le coin de la rue et je suis arrivé là et il y avait 6 pots de Häagen-Dazs. Dommage, c'était du café. À ce moment-là, le café de Häagen-Dazs n'était pas génial du tout. C'était comme lait, café, cappuccino, c'était pas génial. Mais je me suis obligé à manger le Häagen-Dazs. Alors quand j'ai décidé de refaire la scène, parce que je pensais, écoutez, le personnage John May s'ouvre à des nouvelles expériences de vie, pas à une vie meilleure, une vie différente. Il s'ouvre à des expériences différentes. Alors quand on s'ouvre, la vie, on est prêt à recevoir des expériences différentes et la vie répond. Bon, on a parlé à Häagen-Dazs. Ils nous ont donné une camionnette, mais à ce moment-là, ils nous ont donné de pots de glace, c'était quelque chose comme vanille, chocolat, menthe. Et on a eu de la chance parce que Eddie a très aimé le goût de tout ça, et alors on a fait une prise, une deuxième prise, une troisième prise, elle était ravie de continuer à consommer le Häagen-Dazs. Mais c'est pour ça que c'est là. Mais la majorité des autres situations, c'est des situations que j'ai... c'est-à-dire, par exemple, la première, l'histoire de cette dame qui habitait avec un chat, oui, qui partageait sa vie avec un chat. La première maison que j'ai visitée avec le funeral officer de Lewisham, non, de Southwark, la dame qui s'occupait de Southwark, c'était une maison où une femme avait vécu toute seule pendant 40 ans avec des chats. Et il y avait des photos de son dernier chat avec un chapeau de Noël, il y avait une photo avec sa figure et le chat en même temps et tout ça. C'est ce que vous avez vu sur l'écran, c'est des moments de réalité, de vérité que j'ai découvert pendant ma vie, pendant mes recherches. Bonsoir. Bonsoir. Déjà bravo, je tenais à vous le dire, moi j'ai adoré le film, c'était très émouvant. Et ce que j'ai trouvé fantastique, c'est que vous nous avez fait des promesses avant, qui n'étaient pas tenues, parce qu'on a ri, c'est joli de voir un joli film, la joliesse est belle et on l'a dans ce film, et on a tout le temps des rires dans la tête, on a toujours les larmes au bord des yeux, mais rien ne sort jamais. Si, à la fin ça sort. À la fin, c'est terrible. Mais la chose importante, je vous interromps, comme on dit en Italie, est-ce que les larmes étaient chaudes ou froides? Chaudes. Parce que pour moi, ça, c'est très, très important. En fait, ça dépend, mais c'est vrai que c'est une bonne question, parce que pendant tout le film, pour le coup, si ça sort pas, c'est qu'on est constamment entre le chaud et le froid, mais comme le personnage de John, en fait, et comme vous, d'ailleurs. Oui, on est constamment... Ça doit être un secret. Je suis à la recherche d'une nouvelle femme, d'une deuxième femme, et si on commence à
à dire que je prépare de petits dîners avec du thon, des pâtes de thon, ça va être très difficile de trouver une deuxième femme. Alors ça, c'est le secret entre nous, s'il vous plaît. Très bien, vous trouvez une femme qui cuisine. Et donc pour ça, bravo. Et j'avais une question, c'était... Et puis aussi, juste cet acteur est incroyable, donc oui, effectivement, c'est un génie. Et je voulais savoir si les gens que vous aviez rencontrés, ces gens qui faisaient ce métier, avaient aussi cette rigueur et cette solitude. Parce que c'est ça qui est très touchant, je trouve, dans ce film. C'est qu'il est finalement, lui, très seul, et quand il commence à aller vers la vie qui lui répond, comme vous disiez tout à l'heure, on sent qu'il est prêt, finalement, et que la vie lui renvoie les gens qu'il n'a jamais eus, qu'il n'a jamais vus. Mais est-ce que ces gens-là étaient seuls aussi ? Alors, j'ai suivi des gens qui ont des familles, ils ont une vie normale, mais par exemple, j'ai aussi travaillé avec des gens qui avaient une vie solitaire. Par exemple, la femme de Westminster était une femme qui était divorcée, elle avait une fille de 22 ans, il y a 3-4 ans maintenant, c'est-à-dire maintenant elle est un peu plus âgée, mais elle n'avait pas une connexion avec sa fille. Et elle était toujours en noir. Elle travaillait dans ce bureau très triste, parce que le bureau était triste avec comment est-ce qu'on dit, les barres à la fenêtre. Les barreaux à la fenêtre. Oui, mais la chose importante pour moi de dire maintenant, c'est la suivante, c'est-à-dire, je ne veux pas juger la vie de John May avec le maître que je pourrais utiliser pour juger la vie à moi. C'est-à-dire, je crois que la majorité entre nous va dire c'est bien d'avoir une famille, c'est bien d'avoir des amis, des contacts, des je ne sais pas quoi. Mais il y a plein de vies extraordinaires vécues en solitude. Alors ça,